Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Campagne Hebdo, une fois encore une demi-heure de plaisir autour des différentes activités de la campagne. Je suis très heureux de vous accueillir avec mes invités du jour, par Skype dans un instant, Régis Argues, le directeur de la Fédération des chasseurs des Landes, puisque le 25 octobre dernier, les arrêtés des chasses traditionnelles ont été annulés. On va en parler dans un instant, c'était une actualité chaud bouillante, on va dire. À mes côtés, ravi de retrouver Marc Rouget, cinéaste animalier, chasseur à l'arc passionné, et notamment du chevreuil, avec qui nous allons parler de son dernier film, Opus Capreolus. Vous allez voir, on va vous passer les images. C'est un vrai régal de retrouver ce petit cervidé de nos campagnes qui fait la passion des chasseurs à l'arc notamment et des chasseurs à l'approche. On en parle dans un instant. Et avec nous sur ce plateau, évidemment, notre ami Dany Frigo qui va nous parler des dernières nouveautés de l'année en matière de pêche. On a tout ce qu'il faut là pour bien partir à la pêche, pour le bar, le brochet, quoi d'autre? Ça va être principalement le brochet là, sur la sélection que je vous ai ramenée, là, c'est principalement brochet. Eh bien super, on en parle dans un instant. Mais pour l'heure, merci Régis Argues, directeur de la Fédération des chasseurs des Landes, d'être sur ce plateau. L'activité était, je le disais il y a un instant, tendue, très tendue, puisqu'on a appris le 25 octobre dernier au soir que les arrêtés concernant les autorisations de chasse traditionnelles, notamment à l'alouette, au grive, au merle et autres vanneaux, étaient suspendus par le Conseil d'État. La colère monte chez les chasseurs, notamment de toute la Nouvelle-Aquitaine, du nord de la France. Régis, c'est une ordonnance, enfin un référé qui a été pris par les associations One Voice et LPO et qui ont obtenu gain de cause finalement. On était parti sur un peu vaillant au départ et là ils ont obtenu gain de cause. Ils ont obtenu gain de cause, il faut le reconnaître, on en est les premiers surpris. Parce que le travail de rédaction qu'a réalisé le gouvernement en collaboration avec la Fédération nationale, objectivement, nous le trouvions bon. Effectivement, nous avions mis une très forte pression au début de l'été sur ces manifestations qui avaient été réalisées sur l'entièreté du territoire pour forcer le gouvernement à publier ces arrêtés. Mais force est de constater que la rédaction était bonne. La rédaction tenait compte de l'avis du Conseil d'État de cet été, notamment sur le manque de motivation sur un critère, le critère de l'autre solution satisfaisante. Les autres critères n'avaient pas été recalés. Je parle de la sélectivité, de la contrôlabilité, des petites quantités. Tout ça, le premier avis du Conseil d'État n'avait pas focalisé dessus. Donc la nouvelle rédaction s'était bien focalisée sur la motivation au regard de l'autre solution satisfaisante, ce qui a été fait. Nous avions donc des bons arrêtés et nous pensions réellement que, en tout état de cause, malgré l'attaque de One Voice de la LPO, le juge n'allait pas statuer sur l'urgence. On pensait bien qu'on allait avoir un jugement sur le fond, mais pas dans cette urgence. Donc c'est une vraie déception. Je le disais, qu'on recontextualise un peu, il s'agit de la chasse de l'alouette pour ce qui est des landes, aux pentes. Et à l'amatole. Et à l'amatole. Hein. Il y avait un nombre d'oiseaux déterminé qui avait été autorisé par ces arrêtés. Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on prend des arrêtés? Il y a des téléspectateurs qui ne connaissent pas le système. Pourquoi est-ce qu'on prend des arrêtés? Comment est-ce que ça fonctionne? On est dans le cadre d'une chasse dérogatoire. C'est-à-dire que ce sont des chasses qui sont parfaitement encadrées. Elles sont, bon, vous le savez, c'est dit en boucle actuellement que ce sont des chasses culturelles, ancestrales, et elles ont été définitivement légalisées finalement en 1989, où l'État français a pris une dérogation, non pas aux espèces, mais aux engins, puisque ce sont les engins qui ont permis de capturer ces espèces, donc ce que tu disais, les pentes, les matoles, les tanderies au vanneau dans les Ardennes ainsi que les grives. Donc c'est une dérogation à cette fameuse directive de 79 qui a permis donc de légaliser ces pratiques. Donc ça c'est l'arrêté du 17 août 89. Tous les ans, pour encadrer cette pratique, le gouvernement publiait des arrêtés annuels qui allaient déterminer comment allait véritablement
concrètement se pratiquer ces chasses, donc avec bien sûr un quota, avec bien sûr un carnet de prélèvement qui pourrait être contrôlé, avec bien sûr des périodes qui allaient encadrer tout cela annuellement. Et donc cet été, ce sont ces arrêtés uniquement qui ont été cassés. Et hier, le 25 octobre, donc avec le nouvel avis du Conseil d'État, on s'aperçoit que ça va plus loin parce que non seulement ils ont à nouveau annulé les arrêtés annuels, ceux qui ont été publiés, mais en plus, ils mettent la formulation « un doute sérieux » sur les arrêtés qui étaient pris depuis 1989, donc qui permet cette pratique sur les territoires concernés. Alors même qu'ils avaient été jusqu'alors pris tous les ans. C'est là où nous ne comprenons pas ce caractère d'urgence, puisque finalement nous avions des arrêtés tous les ans depuis 1989, sans que cela pose le moindre problème. Ce qui s'est passé, et c'est peut-être là où c'est important de bien comprendre, parce que dans les Landes, nous avons, c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui avec l'Alouette et quelques années avant avec le Bruin-Ortolan, c'est qu'il faut revenir un petit peu au fondement où toutes ces pratiques, en fait, la chasse en France dépend du droit européen, cette fameuse directive oiseaux, qui va donc encadrer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Les associations françaises, ça fait quand même plusieurs années qu'elles essayent d'attaquer notamment ces dérogations, mais jusqu'alors, ça ne passait pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont passées par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer pleine bille au niveau de l'État français, elles ont fait une plainte à la Commission européenne, une plainte donc, qui est obligatoirement instruite. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2018. Donc finalement, c'est la Commission européenne qui a interrogé la France avec donc un questionnement très simple, c'est-à-dire que j'ai une association dans votre pays, la France, qui me dit que ces pratiques ne sont plus du tout conformes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que vous pouvez me rassurer sur ces pratiques ? Il faut savoir que nous ne pouvons pas connaître les réponses qui sont faites d'État à État, d'État à Commission européenne. Donc nous n'avons pas connaissance de la réponse qui a été faite, si elle a été faite. Ce qui est certain, c'est que si une réponse a été faite, elle n'a pas satisfait la Commission européenne, puisque ça s'est traduit par ce qu'on appelle un précontentieux. C'est-à-dire que la Commission européenne, non satisfaite de la réponse qu'elle a reçue, a durci un petit peu le ton au niveau de la France en disant « bon, maintenant, dites-moi précisément ce qu'il se passe ». Et c'est là où je pense qu'il y a eu un coup politique assez finement joué de certaines de nos contradicteurs, où finalement, au lieu de tenter une réponse auprès de la Commission européenne, on a posé ces textes auprès du Conseil d'État, en se dédouanant de la réponse qui a été faite, c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui fait une réponse positive ou négative, mais on attendait après le Conseil d'État qu'il donne une réponse, ce qui a été fait cet été, et donc que vous connaissez, qui a été défavorable sur les premiers arrêtés, et avec une nouvelle position du Conseil d'État le 25 octobre. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui maintenant ? Là, les chasses sont arrêtées puisque c'est une obligation d'arrêter directement puisque la décision a été rendue. Là, la colère gronde quand même chez les chasseurs. Rapidement, qu'est-ce qui se passe très concrètement, la saison est fichue. C'est-à-dire que là, avec l'urgence, donc les arrêtés sont suspendus. Donc les fédérations ont déjà communiqué sur le fait qu'il fallait démonter, il ne fallait plus chasser, justement pour surtout pas ne tomber dans les précédents travers que nous avons connus dans le département des Landes. Et il faut maintenant attendre le jugement sur le fond, c'est-à-dire que la guerre n'est pas perdue. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Ce jugement sur le fond, il n'y a pas de date, donc c'est dans quelques mois. Ça peut prendre quelques mois, ça peut aussi prendre quelques années. Alors ça, ce serait quelque chose d'absolument terrible pour nous. Vous savez très bien que nous approchons d'échéances politiques majeures dans notre pays. Donc est-ce que cet avis sur le fond va sortir en même temps ? Malheureusement, nous n'avons aucun calendrier sur cet avis. Mais c'est cet avis sur le fond qui déterminera
l'avenir de ces chasses culturelles. Bon, il y a un certain nombre comme ça de difficultés qui pèsent sur le monde de la chasse aujourd'hui. On y reviendra volontiers, Régis. On parle de le droit cède au dogmatisme vert, je lisais sur les informations de la Fédération nationale. On s'oriente vraiment par là et ce sera le mot de la fin ? Oui, je crois vraiment que cette décision est indigne de la plus haute assemblée où véritablement il ne faut pas avoir beaucoup de connaissances, que ce soit techniques ou même politiques, pour voir que c'est une décision militante et qui n'est absolument pas en adéquation avec la jurisprudence existante et avec le droit européen existant aujourd'hui. Parce que si on avait une dérogation qui existait depuis 1989 en parfaite conformité au texte européen, les nouvelles rédactions avaient justement pour but de consolider cette rédaction et on nous dit aujourd'hui que ce n'est plus possible. Donc on a vraiment affaire à, oui, du militantisme, du dogmatisme, de l'idéologie, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec de l'écologie. Bon, on imagine que là, les réponses des chasseurs ne vont pas se faire trop attendre. Il y a eu une manifestation à Mont-de-Marsan, il y a d'autres manifestations qui vont être prévues ou des manifestations autres, j'allais dire, que uniquement aller dans la rue. Oui, des actions vont être réfléchies dans les heures qui viennent, c'est une évidence. Quelles seront, je ne sais pas encore, on va en parler avec les fédérations concernées, avec la Fédération nationale, avec nos élus. On va essayer de poser ça stratégiquement, on va le réfléchir. Je ne suis pas dans la capacité aujourd'hui de dire quelles seront ces actions, mais c'est certain que nous sommes triplement mobilisés aujourd'hui pour sauver ces chasses culturelles. Bon, eh ben écoutez, on est avec vous en tout cas. Merci Régis d'avoir été sur ce plateau, merci d'avoir témoigné et puis on suivra cette actualité évidemment avec intérêt dans les semaines qui viennent. Merci Régis. Merci beaucoup. À bientôt. Adi Schatz. Allez, sans transition, on va passer maintenant à un film. On va prendre un peu de liberté, une sensibilité autre, puisque on a le plaisir d'accueillir Marc Rouget sur ce plateau, qui nous arrive avec son dernier film, Opus Capreolus. Regardez, rien que le nom invite à la découverte les mystères du royaume du chevreuil que vous allez pouvoir retrouver en DVD, en Blu-ray. C'est l'histoire de plusieurs années de tournage. On va regarder tout de suite des images, on se retrouve juste après. Superbe hommage au chevreuil, hommage au sauvage, Marc, des années de tournage pour arriver à ce 52 minutes, hein, c'est ça à peu près ? Une cinquantaine de minutes, 47 exactement. Autour de cet animal dont je sais que tu l'adores, c'est peu de le dire, c'est une passion depuis des années, on se connaît depuis aussi des années. La chasse à l'arc a aussi permis d'approcher cet animal emblématique de différentes campagnes. D'où est venue l'idée finalement ? Alors la genèse de ce documentaire s'est construite autour d'un travail que j'ai mené avec Jean-Paul Grossin, qui était un cinéaste animalier
bien connu pour ses nombreux films sur le cerf, et avec qui je travaillais à l'époque principalement sur la colorimétrie et le son et l'ambiance sonore de ces documentaires. Et on s'est liés d'amitié, une amitié forte et avec laquelle on a avancé dans le temps en échangeant des idées de tournage, des endroits, des secrets, etc. Parce que moi, à l'époque, je faisais des documentaires sur la chasse à l'arc. Et en fait, il imaginait que c'était ça, la façon de filmer des animaux, c'est-à-dire de les approcher avec du matériel presque désuet, une petite caméra, un petit pied en carbone, un micro qui coûte pas très cher, et d'y aller au plus près pour faire des images, c'est-à-dire à 10, 15, 20 mètres des animaux, où on n'a pas besoin d'un téléobjectif énorme et pas besoin d'une voiture. On rentre dans l'intimité finalement des animaux. L'intimité des animaux. Et moi, à l'époque, c'est ce que je faisais maladroitement. Et lui m'a conduit à cadrer de la meilleure façon, à travailler l'image, à repérer les endroits. Et ensuite, quand on a eu terminé Serre-moi fort, on s'est dit on va faire un truc sur le chevreuil. Oui, parce que ça, c'était le premier opus de Jean-Paul Grossin. C'était le dernier film qu'il ait fait. Le dernier film que Jean-Paul a fait. Serre-moi fort, avec ce joli jeu de mots, autour de, là aussi, une espèce emblématique qu'est le cerf, qu'il affectionnait particulièrement. On a une pensée pour lui aujourd'hui. Il a disparu il y a quelques années maintenant. Et donc, ça a été une transmission comme ça. C'est ça. À la fois du matériel, de la passion. On a commencé à tourner ensemble ces images sur le chevreuil. Et puis à en discuter, à construire l'idée, etc. Et puis, quand il a été attrapé par cette maladie, dans nos discussions diverses et variées, il m'a fait promettre de sortir ce film. Ça n'a pas été une mince affaire. Ouais. Alors, combien de temps tu as passé en forêt, dans les champs, dans les bois et tout ça? Parce que quand on voit les images, parce que j'ai eu le plaisir de regarder ces 50 minutes d'émission, de documentaire, pardon, c'est un vrai bonheur. Donc c'est du temps. Hein. Il y a 6 ans de travail. Ouais. Il y a des images qui sont étalées sur une dizaine d'années. Des territoires que tu connais bien, évidemment. Ou des coups de chance et ou des connaissances. Guillaume, qui sait que je travaille sur un documentaire, m'appelle et me dit « Marc, il faut que tu viennes, j'ai vu une chevrette qui est anormale, qui a une perruque. » Parce que justement, voilà, c'est ça. Voilà, et on y va et on filme. C'est un réseau d'informateurs, en fait. Donc là, il y a des images qui viennent d'Alsace, qui viennent de la Sarthe, de la région parisienne, à moins de 50 km de Paris pour certaines. Donc en fait, le gros des images ont été tournées sur les territoires que je connais par cœur, parce que quand on rentre dans l'intimité, il faut absolument savoir où se trouvent les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle heure ils sortent, etc. Mais sinon, c'est aussi un réseau d'informateurs qui nous permettent d'aller tourner ces images. Il y a toutes les ambiances, toute une série d'images comme ça, où on en a de la naissance aux rutes, en passant par les périodes hivernales où on voit beaucoup de neige sur certaines images qu'on a pas vu depuis longtemps. Hein. Quel type de matériel est-ce que tu embarques avec toi pour faire ça? Alors, il y a deux types de matériel. Il y a le gros téléobjectif, un Canon 300 avec un doubleur de focale. Enfin, tout ça, c'est de la technique avec des grosses caméras derrière. Et puis, des toutes petites caméras Canon, très légères, avec des petits micros que j'emmène systématiquement, même quand je chasse. Quelquefois, je chasse à l'arc, donc on essaye d'approcher un brocard et puis on n'y arrive pas parce qu'on est arrêté par une chevrette avec un jeune. Et bien à ce moment-là, on sort la caméra tout doucement du sac à dos, on la met en place et on filme quelques images. Et en fait, construire un documentaire animalier, c'est comme une peinture. C'est-à-dire qu'on en fait une esquisse. Une fois qu'on a l'esquisse, on vient mettre en couleur. On prend des images ici, on en prend là et on construit le documentaire. On rédige un documentaire, on l'écrit finalement. Sur le documentaire animalier, on écrit une ligne conductrice et ensuite on brode. On va et on vient. Et quelquefois, il y a des images qu'on ne peut pas tourner, qui ne marchent pas. Ouais, avec toute la bonne volonté qu'on a, on n'arrive pas à faire l'image du bois du chevreuil qui tombe. Oui, ça, on rappelle que ça reste du sauvage. Hein. Il n'y a aucune image qui a été tournée ni dans un parc, ni avec des animaux qui soient apprivoisés. C'est 100% tourné en milieu ouvert. En milieu ouvert. Il y a du chevreuil de plaine, il y a du chevreuil de forêt. On a toutes les espèces là. Ouais, alors, on n'a pas voulu insister sur ce qu'on appelle les chevreuils de plaine, c'est-à-dire ces grands troupeaux d'animaux qu'on peut voir en Beauce, par exemple, parce que je pense qu'il y a un vrai documentaire à faire autour de ça. Donc on est passé un peu vite sur le sujet, parce que c'est quelque chose sur lequel il y a matière à discuter. Mais ce qu'on a voulu faire surtout, c'est montrer que les chasseurs
évoluait sur des territoires gérés, avec des animaux, avec du lièvre, avec des perdreaux, avec des sangliers, du faisan, etc. Parce qu'au travers de ce DVD, on voit bien aussi qu'il y a tout un panel de faune sauvage autour du chevreuil. C'est ça, Hein. et tout a été filmé chez les chasseurs. C'est-à-dire que c'est les chasseurs qui nous ont accueillis. Donc ça prouve que les milieux dans lesquels on évolue, dans lesquels on chasse, dans lesquels on a notre passion, on assouvit notre passion, sont des milieux riches parce qu'on s'en occupe, parce qu'on les connaît, on les gère avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas de chasse dans ce DVD. À aucun moment on parle de chasse. Voilà. C'est volontaire, c'est un parti pris. C'est un parti pris. C'est un documentaire que les chasseurs prennent sous le bras, qu'ils offrent à des non-chasseurs, qu'ils montrent à des enfants, pour expliquer que chasser, c'est pas seulement pan-pan, glou-glou, waf-waf. C'est pas que ça. Moi, je suis arrivé d'un milieu dans lequel il n'y avait pas de chasseurs. Et quand j'ai découvert le monde de la chasse, avec son histoire, l'éthologie, etc., ça m'a complètement passionné. Et à travers ce documentaire, il faut essayer de transmettre ça, de dire aux enfants, de dire aux non-chasseurs que, oui, on prélève des animaux dans la nature, c'est notre passion, mais on les cuisine, mais aussi on les filme. Moi, j'ai des amis qui passent leur temps sur leur territoire à regarder les animaux et ils en prélèvent très peu. Et quelques images sont issues de ces territoires. On parle du mystérieux royaume du chevreuil, mais finalement, avec tous ces films, avec cette intimité dévoilée, il n'y a plus beaucoup de mystère autour du chevreuil. Alors moi, ce que je sais à propos du chevreuil, c'est que je ne sais rien. D'accord. Mon ami. On a chassé le chevreuil ensemble avec Dany, on a découvert aussi des C'est bien des toute choses la qui étaient problématique sympas. du chevreuil. Ouais. On pensait un animal assez doux, assez gentil, etc. En fait, c'est une teigne. Ils n'arrêtent pas de se battre, même quand ils n'ont plus de bois, que c'est en velours, etc. Ils ont des postures d'intimidation. Ils ont simplement quelques mouvements. Quelquefois, ils avancent un peu la patte comme ça. C'est une contradiction. Ça veut dire à l'autre qui est en face, ne viens pas. Tout ça, si on arrive à le décoder, si on rentre vraiment dans la vie du chevreuil, on découvre une Bon, dis-moi, tu n'as pas fait comme cette personne dont on n'entend plus parler là, depuis quelque temps, qui nous avait fait croire qu'il dormait, qu'il couchait avec des chevreuils, qu'il dînait avec eux, non. et que voilà. Ah non, pas du Hein, tout. pour faire Non, ces non images, je parce dors que ça, avec c'était ma vraiment femme bien. et je dîne avec Avec les enfants. avec les copains le week-end. Non, mais tout va bien. Bon, concrètement, ça, c'est impossible à faire. Non. De se dire, on rentre dans l'intimité du sauvage à ce point où on devient soi-même chevreuil. Mais on peut L'homme faire chevreuil. ça avec C'est la n'importe. folie, ça. Voilà. Non, mais on peut faire ça avec n'importe quel animal sur la planète. À partir du moment où on le prend à la naissance, on lui donne le biberon. Tous les jours, on Oui, lui mais pas colle. dans du sauvage, on est bien d'accord. Mais non, mais c'est plus un animal sauvage. Au niveau justement de la colorimétrie, toi qui avais fait ça de façon professionnelle, c'est quand même pas évident de trouver cette osmose, cette unité de couleurs sur tout un film. Alors ça peut paraître pour le béotien quelque chose d'un peu comme ça farfelu, mais pour donner la vie de ce film, il faut aussi de la couleur. C'est une peinture, Guillaume. On crée une peinture et cette peinture, elle est animée. Et quand cette peinture, elle s'anime, on y met aussi du son. Parce que tu parles de la couleur. Avec les logiciels modernes, on filme une image et on peut en modifier la couleur. Alors dans certaines limites, on ne change pas du vert en rouge. Mais il faut penser à ça, à cette unité colorimétrique. Mais moi, je viens du monde des arts. Donc pour moi, la couleur, ça me parle. Ce que j'ai appris avec Jean-Paul, par exemple, c'est aussi le monde sonore. Et là, le documentaire, c'est construit le son. C'est-à-dire qu'on capte un environnement sonore avec le micro et ensuite on le reconstruit avec des matériaux qui ont été enregistrés avec du matériel sonore spécifique. Dédié à ça. On ne peut pas filmer et enregistrer le son en même temps. C'est deux choses différentes. Donc là, les sons, les bruits que vous entendez, etc., c'est des bruits qui sont captés dans la nature et ensuite c'est remonté. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite vivement à regarder ce documentaire, Le mystérieux royaume du chevreuil, Opus Capreolus, que l'on trouve où, Marc? Tu vas nous le dire tout de suite. Eh bien, c'est assez rare, c'est un produit assez rare. C'est un produit assez rare. Et on le trouve uniquement sur le site internet Opus Capreolus. Opus Capreolus, voilà. www.opuscapreolus.com. comme vous voulez, les deux arrivent au même endroit. Et on va faire quelques projections. Les associations de chasseurs de grand gibier sont invitées à me contacter pour faire des projections. Bon, si et ça les les fédérations intéresse. aussi, le cas Et les échéant. fédérations aussi. À bon entendeur. Il faut le diffuser au plus grand nombre. On n'en fait pas une affaire. Personnel. Allez, c'est sympa. Merci beaucoup, Marc. J'étais ravi de te recevoir. Et puis, avec Merci, grand Guillaume. plaisir, on retournera à la chasse au chevreuil aussi
ensemble. Avec un arc et des flèches. Avec un arc et des flèches. On avait fait ça il y a 2 ans, Dany, ensemble, nous, dans les C'est vignes. vrai. Encore un gros souvenir. Cette fois-ci, tu vas nous présenter plutôt des nouveautés pour ce qui est de la pêche, en tout cas. Alors là, je vais parler plutôt de pêche, même si je reste un grand passionné de chevreuil. J'apprécie vraiment là, le travail qui a été fait, c'est fabuleux. C'est vrai que, sincèrement, pour passer beaucoup de temps aussi dans la nature à les regarder, je sais ce que ça Ouais, peut t'as fait de représenter. très belles images l'année dernière. Et là, ouais, sincèrement, Ouais, c'est on des images de fou, donc bravo, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. De mon côté, plutôt pêche, du coup. Je suis dans la grosse période, moi, voilà, au travail, où je rencontre tous les représentants là, pour voir un petit peu les nouveautés. Et en particulier, j'étais la semaine dernière à Belle-Île, donc au siège d'Ultimate Fishing, où j'ai pu voir 2-3 très belles choses. J'ai réussi à en grappiller un petit peu pour venir vous les présenter. Donc voilà, un petit peu Super, c'est des exclus. un petit peu en exclu. Voilà, ça sort pour 2022. J'ai réussi à avoir ces petits jouets, donc notamment. Alors, il y a 5 nouveaux coloris de Dark Slipper, j'ai réussi à en prendre qu'un, mais c'est déjà une très grosse performance. Donc voilà un coloris perche, alors le Dark Slipper, qui est un leurre qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Sa grosse particularité, c'est qu'on a un hameçon en fait, qui est entièrement caché dans la dorsale. Par la dorsale. Donc ça nous permet d'avoir un hameçon qui va être protégé des herbes, des roches et tout ça. Donc aucune chance de se crocheter, voilà, parce que ça va pas venir se piquer sur l'hameçon. Par contre, quand le poisson va attaquer, quel que soit le poisson, que ce soit un lieu, que ce soit un bar en mer, que ce soit une perche, un cendre ou un brochet, la dorsale va s'écraser pour libérer l'hameçon et le poisson va se Et le doigt va piquer, s'y mettre. et le doigt va s'y mettre également. Donc 5 nouveaux coloris, et en particulier ce coloris perche, qui est un coloris vraiment spécifique pour le brochet, avec cette faculté donc d'aller se jeter dans les nénuphars, d'aller se jeter dans les branches, chercher les poissons vraiment au plus près des fondaisons, sans risque de se crocheter. Également quelques petits rappels UV. Alors j'ai ramené la lampe UV, je ne sais pas si on va le voir voilà, avec l'éclairage, mais voilà, on voit que le orange est vraiment très flashy en orange UV. Les poissons ont cette faculté de voir les coloris UV, chose que l'homme ne peut pas faire voilà, à l'œil nu. Donc voilà, on a toujours ces notes UV maintenant sur les leurres qui permettent souvent de déclencher les attaques. Les attaques, ok. La même chose sur ce X-Layer Curly, voilà, un jaune qui est en fait un vert très flashy quand on voit aux UV. Donc là, un nouveau coloris qui sort, vraiment spécifique pour le brochet, pour des eaux un petit peu chargées, un coloris qui va bien ressortir. Et enfin, chez Ultimate Fishing toujours, un petit bijou. Donc le petit Jointed Claw, une version, alors le Jointed Claw existe depuis des années. Cette version, le Shift 183, est en fait un modèle très peu coulant, donc qui va pêcher juste sous la pellicule d'eau et qui a une nage un petit peu différente des autres, vraiment une faculté à nager en S, donc lors de la récupération, sans animation, sans rien, c'est simplement du linéaire. Et on va avoir un Il leurre. a déjà pêché celui-là. Celui-là, alors c'est un. Je vois le... Il y a une attaque. Non, il y a une attache là sur le côté ou c'est le... Non, c'est la couleur. C'est la couleur, C'est la couleur qui est comme ça. Donc voilà, donc ce Shift 183 qui a une faculté à nager aussi bien à petite vitesse qu'à grande vitesse sans décrocher. Donc on peut vraiment simuler la fuite d'un poisson avec une accélération, avec une nage très rapide en S, ralentir pour voilà, imiter le petit poisson un petit peu affaibli. Donc un très joli bijou. On est presque dans la collection là quand on est sur ces modèles-là. C'est vraiment des œuvres d'art. Donc voilà pour Ultimate Fishing. J'en ai profité ensuite pour appeler Jérôme de chez Gunky, savoir ce qu'il y avait en nouveauté. Alors j'ai vraiment voulu focaliser sur le brochet. Il m'a dit clairement la grosse nouveauté chez lui, ça va être ces 2 coloris de Bullfrog. Donc la Bullfrog. Ça, j'adore. Hop là. Voilà. Donc la Bullfrog, une imitation de grenouille, avec 2 yeux vraiment proéminents. Ah oui, voilà, là, ils sont énormes. Ouais, c'est vraiment proéminent pour essayer de déclencher l'agressivité des poissons. Et donc deux palettes fossiles voilà, derrière, 2 virgules qui vont émettre énormément de vibrations, qui vont symboliser en fait les pattes de la grenouille, donc qui vont battre derrière. L'avantage de ce leurre, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser vraiment dans beaucoup de conditions. Donc tout bêtement, voilà, comme je l'ai monté là sur celle que j'ai dans les mains ici, avec ce qu'on appelle un hameçon texan, donc un hameçon qui va être complètement caché également et donc qui va passer vraiment partout, un peu comme le Dark Slipper de tout à l'heure, qui va nous permettre d'aller pêcher dans les nénuphars, d'aller pêcher vraiment dans toutes les zones un peu encombrées. Deuxième option, ça va être de le mettre sur une tête plombée, évidemment, pour aller chercher là un petit peu plus en profondeur et racler le fond pour chercher les poissons qui seraient calés au fond. Et enfin, la troisième option, ça serait de l'utiliser en trailer derrière un spinnerbait ou un chatterbait. Donc j'en ai ramené un voilà, pour vous montrer. Donc voilà, les spinnerbaits, ça c'est une nouveauté également, le petit Jennecker en 14 grammes. Donc en fait, on vient remettre le leurre souple en trailer derrière la tête plombée pour grossir un petit peu notre bouchée et voilà, vraiment offrir une grosse bouchée tout en profitant de ces palettes qui vont papillonner ou le Là, ça va les chatterbait. agacer. On Voilà, a vu quelques images là à l'instant. Là. Ça a tendance vraiment à les énerver, à les stimuler. Et les 2 derniers. Donc voilà pour Gunky. Et enfin, dernière chose chez Ilex, on va voir le Freddy, donc, qui était sorti l'année dernière, enfin qui était ressorti, c'est un comeback en fait, on l'avait eu il y a une dizaine d'années, il avait été arrêté. Et on l'a ressorti l'année dernière donc, sur un modèle silencieux. Clairement, l'ancien modèle était bruyant et tous les pêcheurs nous ont réclamé un bruyant, donc on a refait cette année. Celui qu'on voit à l'image là. Voilà, c'est ce leurre-là qu'on voit à l'image, donc un avec cette swing bait. belle attaque là.
Donc voilà, un swimbait qui va nager juste sous la pellicule d'eau. On est sur un leurre qui est vraiment suspending. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir également ajouter des plombs additionnels pour le faire descendre un petit peu plus profond dans la colonne d'eau si on le souhaite. Voilà, là, on le voit sur celui-là, il y avait un Là, on plomb voit projeté. le brochet qui va dessous. monter dessus, là. Voilà, les images sont vraiment folles. Hein. Celle-là, c'est vrai que... Top. Donc ce Freddy qui est un swimbait et donc qui sort cette année en petite taille. Parce qu'autant le 170, c'est vrai que c'est toujours ambitieux, il faut vraiment avoir des poissons qui peuvent coffrer ce type de leurre. Mais un petit 130 là qui vraiment va passer partout, même sur des grosses perches, même sur des black bass, toujours avec le même type d'animation. Donc soit du linéaire simplement pour avoir une nage en S très sinueuse, ou alors des animations soit à la canne, soit au moulinet, tout bêtement en donnant des impulsions qui va nous permettre de jerker en fait le leurre, de lui faire des virages très serrés et de stimuler un petit peu plus les poissons et sur une nage beaucoup plus lente. Donc, Eh ben, super, donc ça c'est à découvrir chez Ilex, on a dit chez Gunky, Gunky. on en a également chez Ultimate Fishing et il y avait une petite quatrième mais que j'ai pas eu dans les temps chez Sakura qui a un leurre également dans ce type-là, style swimbait et j'ai vu des vidéos qui sont vraiment bluffantes aussi sur les animations, vraiment Donc, un gros panel d'animations. ça ça lors fera d'une l'objet d'une émission. prochaine chronique. Voilà. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Régis Sark d'avoir été parmi nous. Bon courage pour les combats qui continuent évidemment autour de nos chasses traditionnelles. Opus Capreolus, je vous le représente pour terminer cette émission. Merci à tous les deux. À très bientôt. Et merci à vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Campagne Hebdo. Bye bye.